Ces débats sont produits par CNN et vous arrivent en direct sur CNN International, CNN.com, CNN Max et CNN en espagnol. C'est un moment pivotal, charnière entre le président Biden, l'ancien président Trump, pour faire un face-à-face pour la prochaine position en tant que président. Il ne reste que quelques mois avant le jour des élections. Bonjour, je m'appelle Dana Bash, je suis correspondante de CNN et correspondante également de State of the Union. Et je suis Jake Japper. Nous allons co-modérer ce soir. Notre travail est de faciliter un débat entre les deux candidats ce soir. Avant de vous les présenter, nous voulons partager les règles du débat avec le public. Le président Trump sera à gauche de l'écran, le président droite sera à droite. Nous avons déterminé leur position en avance. Ils auront donc des questions, 2 minutes pour une question, 1 minute pour la réponse, 1 minute pour rébuter et 1 minute à la direction modérateur. Quand ce sera le tour pour une personne de parler, leur microphone sera allumé et l'autre microphone sera éteint. Si un candidat interrompt lorsque son microphone sera sur sourdine, il sera difficile de comprendre pour les personnes à la maison. À la fin du débat, chaque candidat aura 2 minutes pour une allocution finale. Il n'y a pas de public sur place. Les notes préécrites ou le contact avec les membres du personnel de campagne ne sont pas permis. En acceptant notre invitation de débattre ici, ce sont les deux mis d'accord d'accepter les règles que nous venons de nous énoncer. Alors, veuillez souhaiter la bienvenue au 46e président des États-Unis, Joe Biden. Et veuillez souhaiter la bienvenue au 45e président des États-Unis, Donald Trump. Messieurs, merci beaucoup d'être ici. Nous allons commencer avec ce débat. Commençons avec l'enjeu que les gens disent et leur préoccupation principale, l'économie. Président Biden, l'inflation a ralenti, mais les prix restent très élevés. Depuis que vous êtes président, le prix des produits de base a augmenté. Par exemple, à l'épicerie, ce que coûtait 100 $ à ce moment-là coûte maintenant plus de 120 $ aujourd'hui. Et les prix des maisons ont augmenté de plus de 30 %. Que dites-vous aux gens qui sentent que c'est pire maintenant depuis votre présidence qu'il ne l'était dans le temps du président Trump? Eh bien, il faut regarder ce qui était là quand je suis devenu président, ce que M. Trump m'a laissé. On avait une économie qui était en chute libre. La pandémie a été très mal gérée. Plusieurs personnes mouraient. Et tout ce qu'il a dit, c'est pas si sérieux. Il faut injecter de l'eau de Javel dans votre bras et tout va être correct. L'économie s'est effondrée. Le taux de chômage a monté à 15 %. C'était terrible. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on a rapiécé les choses. C'est ce qu'on devait faire. On a créé 15 000 nouveaux emplois. 800 000 nouvelles emplois dans les usines, mais il y avait plus à faire. La classe moyenne était dans le trouble. Je viens de Scranton, en Pennsylvanie, d'une maisonnée où le prix des œufs, le prix de l'essence, le prix de toutes sortes de choses est important pour nous. Et c'est ça sur quoi je travaille, pour m'assurer que je gère ces problèmes et on va s'assurer qu'on réduit le produit des habitations. On va construire 2,2 millions de nouvelles unités, de plafonner le prix des unités de logement. La raison, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, c'est l'égoïsme des corporations. Si vous regardez ce qui a été fait pendant son administration, il n'y a pas fait grand-chose du tout. Avant qu'il parte, tout était en chaos, littéralement le chaos. Et puis, on a rapiécé les choses, on a créé les emplois, on s'est assuré qu'on avait une situation où maintenant le prix des médicaments prescrits sont beaucoup plus bas qu'ils étaient. 15 $ pour le prix de l'insuline par rapport à 400 $. Et donc, on va rendre ça disponible pour tous les Américains et les Américaines. On travaille pour réduire ces prix de produits communs. Merci. Président Trump. Nous avons la meilleure économie de l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais été aussi performants.
Chacun a été ébahi par cela. Les autres nous imitaient. On a été frappés par la COVID. Et à ce moment-là, on a dépensé les fonds nécessaires pour qu'on ne serait pas dans une grande dépression comme on a eu en 1929. Quand on a terminé, on a très bien fait. On a eu beaucoup de crédits pour l'économie, les militaires, aucune guerre et tellement d'autres. Tout allait très bien. Mais ce qu'on n'a jamais eu le crédit pour quelque chose, c'est de nous faire sortir de la COVID, de ce gâchis de la COVID. Lui, il a créé des obligations. C'était une catastrophe pour notre pays. Mais nous avions redonné aux gens d'un pays où les marchés boursiers étaient plus élevés qu'avant la COVID. Personne ne croyait cela possible. Les seuls emplois qu'il a créés, c'est pour les immigrants illégaux et des emplois de retour de la COVID. Il n'a pas fait un bon travail et l'inflation tue le pays. C'est incroyable. Merci, Président Biden. Eh bien, l'économie la plus incroyable au monde, il est le seul qui pense cela. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui pense que nous ayons la meilleure économie au monde. Et la réalité, c'est qu'on a une situation où une économie a récompensé les riches. Il y a eu les coupures d'impôts les plus importantes dans l'histoire, 2 trillions de dollars. Il est le seul président, autre que Herbert Hoover, qui a perdu le plus d'emplois qu'il avait lorsqu'il est entré en fonction. Et donc, vous savez, lorsqu'il était président, il tuait encore des gens en Afghanistan. Il n'y a rien fait pour cela. Lorsqu'il était président, on se retrouvait dans une position où vous aviez la notion que nous étions ce pays sécuritaire. La vérité, c'est que je suis le seul président dans ce siècle de cette décennie qui n'a pas de troupes qui meurent en quelque part dans le monde, comme il l'a fait. Président Trump, j'aimerais faire un suivi, si je le pourrais. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Vous ferez ce que vous voudrez. Je vous pose une question. Demande une question de suivi. Vous voulez imposer une tarif de 10 sur tous les biens qui entrent aux États-Unis. Comment allez-vous vous assurer que cela ne fait pas augmenter encore plus les prix? Cela ne va pas faire augmenter les prix. Non, c'est qu'il y a des gens qui nous volent depuis des années, comme la Chine et bien d'autres, en toute équité à la Chine. Cela va les forcer à nous donner beaucoup d'argent, réduire notre déficit de beaucoup et nous donner beaucoup de puissance, de pouvoir pour d'autres. Mais lui, il a fait une déclaration. La seule affaire qu'il a eue juste, c'est que moi, j'ai donné la plus grande réduction fiscale et aussi le plus de réduction de paperasserie et d'administration. Et les emplois sont revenus après la COVID et il en prend le crédit. On ne peut pas le faire. Il a hérité 9 d'inflation. Il a hérité presque aucune inflation. Et c'est resté ainsi pendant 14 mois. Et ensuite, ça a explosé, ça a gonflé parce qu'ils ont dépensé de l'argent à gauche et à droite. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. C'est peut-être le pire gouvernement, la pire administration. Et pour l'Afghanistan, moi, je sortais de l'Afghanistan, mais on sortait avec dignité, avec la force, avec la puissance américaine. Quand lui, il est sorti, c'était le moment le plus embarrassant dans l'histoire du pays. Président Trump, depuis 8 ans, sous vos 2 administrations, la dette nationale a atteint des records d'élevés. Et d'après des analyses non partisanes, votre administration, président Trump, a approuvé de nouvelles dettes de plusieurs trillions de dollars, alors que maintenant, jusqu'à maintenant, 4,3 trillions. Vous avez, président Biden. Alors, beaucoup des coupures que vous avez faites, Monsieur Trump, vont expirer l'année prochaine, mais vous voulez que ça aille encore plus loin. Aux États-Unis, on a des dettes records et des déficits. Pourquoi est-ce que les corporations et les autres devraient payer encore moins en impôts et taxes que maintenant? Parce que la réduction fiscale a été le moteur de notre croissance. Même après la COVID, c'était tellement fort qu'on a pu traverser la COVID beaucoup mieux que presque tout autre pays. Mais nous avons été là pour faire un moteur d'impulsion à l'économie. Et quand la taxe sur les sociétés a été coupée de 39 jusqu'en bas, et plus que cela, nous avons eu beaucoup plus de recettes avec moins d'impositions et les entreprises ramenaient des billions dans notre pays. Le pays allait à pleine vapeur et nous étions prêts à commencer à rembourser la dette, à nous servir de ce pétrole, de ce gaz qui est dans notre territoire et nous allions avoir quelque chose que jamais avant. On a été frappé par la COVID, on a fait beaucoup pour le réparer. Je lui ai donné une situation incroyable avec tous les vaccins, les médicaments, les thérapeutiques. N'oubliez pas, il y avait plus de gens qui mouraient sous son gouvernement, même si nous avions presque réparé le tout. Il y a plus de gens qui sont morts sous Biden que le nôtre.
que chez nous, et nous étions en plein milieu. Et beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup en parler, mais il y avait beaucoup plus de gens qui sont morts sous Biden que sous Trump. Il a fait des obligations pour le masque, les fermetures d'écoles et tout. Il a obligé le vaccin et les gens étaient vraiment tout à fait contre eux. Il a vraiment mal agi. Et moi, je pourrais vous dire, non seulement a-t-il été lamentable là, mais dans le monde entier, on n'est plus respecté comme pays. Il ne nous respecte pas notre leadership, il ne respecte pas les États-Unis. Nous sommes un pays du tiers-monde entre l'instrumentalisation de ses adversaires politiques par le système de justice, tout ce qu'il a fait, on est devenu comme une nation du tiers-monde. Et c'est vraiment une honte, le dommage qu'il a fait à notre pays. Et j'aimerais je vais lui demander pourquoi il a permis à des millions de personnes de rentrer ici de prison et d'hôpital psychiatrique pour rentrer au pays et détruire notre pays. Président Trump, nous allons arriver à l'immigration un peu plus tard dans ce bloc. Président Biden, j'aimerais vous donner l'opportunité de répondre à cette question par rapport à la dette nationale. Il avait la dette nationale la plus élevée pour n'importe quel président pendant une période de 4 ans. Deuxièmement, coupure d'impôts de 1 000 billions de dollars a bénéficié aux plus riches. Ce que j'ai fait, moi, par exemple, on a 1 000 billionnaires, milliardaires aux États-Unis. Il y a des situations où ils payent 8,2 % en impôts. S'ils payaient 24 ou 25 % il y aurait 500 milliards de dollars en une période de 10 ans. On pourrait régler la dette et toutes ces autres choses, les soins aux enfants, aux personnes âgées. On renforcerait notre système de santé et on s'occuperait de chaque personne. On s'occuperait de... Merci, Président Biden. Président Trump. Il a raison. Il a tué Medicare. Il est en train de le détruire parce que toutes ces personnes qui rentrent, ils sont sur les services sociaux, sur l'aide sociale. Ils vont détruire l'aide sociale. Cet homme va à lui seul détruire l'aide sociale. Des millions et des millions de personnes qui rentrent. Ils essaient de les mettre sur l'aide sociale. Il va détruire l'aide sociale. Il va détruire l'assurance médicaments. Alors, il a raison comment il a terminé cette phrase. Et c'est vraiment une honte. Ce qui est arrivé à notre pays depuis 4 ans, ce n'est vraiment pas croyable. Les pays étrangers, je suis ami avec bien des gens, ils ne peuvent pas croire ce qui est arrivé aux États-Unis. On n'est plus respecté, ils ne nous aiment plus, on leur donne tout ce qu'ils veulent et ils pensent qu'on est vraiment crétins. Ce que nous faisons pour d'autres pays, et ils ne font rien en retour. Ce que cet homme a fait, c'est absolument criminel. Merci, Président Trump. Dana, c'est la première élection présidentielle depuis que la Cour suprême a enlevé Roe versus Wade. Ce matin, la Cour a également décidé sur un autre cas d'avortement permettant en Idaho d'avoir des avortements en cas d'urgence. Président Trump, c'est vous qui prenez le crédit pour ceci de Roe versus Wade qui a ramené l'avortement dans les États. Par contre, le gouvernement fédéral joue encore un rôle sur par rapport à si les femmes ont accès à des pilules abortives qui sont utilisées dans environ 2 tiers de tous les avortements. En tant que président, est-ce que vous bloqueriez les médicaments contre l'avortement? Avant tout, la Cour suprême vient d'approuver le médicament abortif. Et donc, je suis d'accord avec cette décision d'approuver le médicament qui provoque l'avortement. Et si vous regardez toute cette question que vous posez, c'est complexe, mais pas si complexe que ça. Il y a 51 ans, vous avez Roe contre Wade et tout le monde voulait le redonner aux États. Les démocrates, les républicains, les libéraux, les conservateurs, chacun voulait le remettre entre les mains des États et les chefs spirituels aussi. Alors moi, j'ai nommé 3 juges de la Cour suprême et ils ont voté contre cet arrêt d'il y a 50 ans et de redonner ce pouvoir aux États. Chacun le voulait. Maintenant, il y a 10 ans à peu près, on a commencé à parler des semaines, combien de ci, de ça pour l'avortement, mais chaque juriste dans le monde entier, les plus respectés, voulait que ce soit ramené aux États. Et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, les États le travaillent. Regardez, Iowa, c'est une décision qui était un peu plus à gauche qu'on l'aurait cru. Le Kansas, je dirais la même chose. Le Texas est différent. La Floride
Floride est différente, mais ils font leurs propres décisions maintenant sur l'avortement. Et aujourd'hui, les États contrôlent le dossier. C'est plus proche des gens, comme Ronald Reagan, je crois, à ces exceptions. Je suis une personne qui croit. Et moi, je pense que c'est important de croire aux exceptions. Oui, des fois, il faut suivre son cœur. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais moi, je crois aux exceptions pour l'inceste, le viol et la vie de la mère. Je crois que c'est très important. Il y a des gens, non, vous suivez votre cœur. Mais il faut aussi se faire élire, car il est question d'autres dossiers. Il faut se faire élire. Le problème qu'ils ont, de l'autre côté, ce sont des radicaux, car ils veulent tuer un enfant au 8e, au 9e mois et même après la naissance. Après la naissance! Regardez l'ancien gouverneur de la Virginie, il était prêt à le faire. Il a dit, on va mettre le bébé de côté et on va déterminer ce qu'on faisait avec le bébé. Ça veut dire qu'on va tuer le bébé. Ce qui est arrivé, c'est qu'on l'a redonné aux États. Et le pays, maintenant, est en train de se rassembler sur cette question. Ça a été vraiment très bien. Merci, Président Biden. Ce fut une chose terrible, ce que vous avez fait. Le fait, c'est que la vaste majorité des académiques ont soutenu Roe contre Wade. Et l'idée qu'ils étaient tous contre, c'est ridicule. C'est la personne qui dit que les États devraient avoir la juridiction. Nous sommes dans un État où, dans 6 semaines, où vous ne pouvez pas voir un médecin et puis vous aider à décider des circonstances de votre propre vie lorsque vous avez besoin d'aide. L'idée que les États puissent faire cela, c'est comme dire on va retourner les droits civils aux États individuels. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont une jeune femme qui vient d'être tuée et dont il est allé aux funérailles. Et l'idée qu'elle a été tuée par un immigrant, il parle de cela beaucoup, mais voici la vérité. Il y a plus de jeunes femmes qui se font violer par des membres de leur propre famille, leur époux, leurs frères et sœurs. C'est ridicule et ils ne peuvent rien faire pour cela. Merci. Il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont été assassinées par les mêmes gens qui permettent d'entrer, de franchir la frontière. On a la frontière qui est l'endroit le plus dangereux au monde. C'est vraiment ainsi qu'on le considère, cette frontière du Sud. Et il l'a ouvert. Et ces tueurs qui viennent, qui rentrent chez nous, ils sont en train de violer et tuer les femmes américaines. Et c'est terrible. Quant aux avortements, c'est maintenant revenu aux États. C'est les États qui votent et qui décident. Et dans bien des cas, franchement, c'est une décision très libérale. Et à d'autres moments, c'est très conservateur. Mais ils votent. Et cela redonne cela plus près des gens. C'est ce que les gens voulaient. Il inclut les fondateurs du pays. S'ils avaient connu l'enjeu, ils ne le savaient pas ce que c'était. Mais chacun, Ronald Reagan aussi, il n'a pas réussi. Donc chacun voulait que ce soit retourné aux États. Et beaucoup de présidents ont tenté le coup. Moi, j'ai été celui qui a réussi. Et cela ramène cela plus proche des gens dans une démocratie. Et chaque juriste le voulait ainsi. Alors, sur le sujet de l'avortement, président Biden, 7 États, sur le même sujet, 7 États n'ont pas de restrictions juridiques sur à quel moment, lorsqu'une femme est enceinte, lorsqu'elle peut avoir un avortement. Est-ce que vous soutenez des limites par rapport à quel moment elle peut avoir un avortement? Je soutiens Roe contre Wade, qui avait 3 trimestres. La première fois, c'est entre une femme et son médecin. La deuxième fois, entre un médecin et lors d'une situation d'urgence. Et la troisième fois, le troisième instance, c'est entre la femme et l'État. Et l'idée que les fondateurs voulaient que les politiciens soient ceux qui prennent des décisions à propos de la santé des femmes, c'est ridicule. Aucun politicien ne devrait faire cette décision. Un médecin devrait prendre cette décision. C'est comme ça qu'on devrait gérer l'affaire. C'est ce qu'on devrait faire. Et si je suis élu, je vais restaurer Roe contre Wade. Donc, il peut prendre cette vie au 9e mois et même après la naissance, parce qu'il y a des États démocrates qui décident de l'avortement après la naissance, comme l'ancien gouverneur de la Virginie. On va faire naître l'enfant et ensuite décider s'il vit ou non. Donc, il est prêt à arracher l'enfant au 9e mois. Écoutez, personne n'en veut, ni démocrate ni républicain. Vous mentez. Ce n'est tout simplement pas vrai que Roe contre Wade ne fournit pas les conditions pour cela. Ce ne sont pas les circonstances. La seule circonstance, c'est si la vie de la femme est en danger. Nous ne sommes pas pour les avortements. Sous Roe v. Wade, vous avez un avortement au 3e trimestre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous ne pensons pas que c'est une bonne chose. C'est radical, selon nous. Nous pensons que les démocrates sont les radicaux et non pas les républicains. Pendant 51 ans, c'était la loi. Les académiques ont dit que c'était la bonne chose pendant 51 ans et on nous l'a enlevé.
parce que cette personne met des gens conservateurs à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il va faire s'il est élu et que les républicains MAGA contrôlent le Congrès et qu'il passe une interdiction universelle concernant l'avortement ou à 6 semaines ou à 8 mois? Quelque chose de très conservateur. Est-ce qu'il va le signer? Je vais apposer mon veto. Il va le signer. Merci. Maintenant, par rapport à la migration et la sécurité des frontières, Monsieur le Président Biden, il y a beaucoup de migrants qui ont traversé la frontière de manière illégale lors de votre administration. Alors, il y a trop de personnes dans des villes comme Chicago et New York et qui créent, dans certains cas, des préoccupations de sécurité. Pourquoi est-ce que les électeurs devraient avoir confiance en vous pour solutionner cette crise? Parce qu'on a travaillé très fort pour avoir un accord bipartisan qui a changé cela, mais qui fait en sorte qu'on n'est pas dans une situation où est-ce qu'on n'a pas de circonstances, où est-ce qu'ils peuvent traverser la frontière avec le nombre de personnel de sécurité qu'il y a. On a augmenté le nombre de patrouilleurs et la patrouille de la frontière m'a donné son soutien en passant. Et lorsqu'il était président, il séparait les bébés de leur mère, mettait les enfants dans des cages, s'assurait que les familles étaient séparées. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce que j'ai fait depuis que j'ai changé la loi, voici ce qui s'est passé. J'ai changé la loi pour faire en sorte que maintenant, on est dans une situation où il y a 40 % moins de personnes qui traversent la frontière. C'est un chiffre qui est bien mieux que celui que lorsque lui était en poste. Et par rapport à ce qu'on va faire avec plus de patrouilleurs, c'est ce qu'on va faire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit. Je ne pense pas qu'il sait ce qu'il dit lui-même. Nous avions la frontière la plus sécuritaire. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de rien faire. Il a décidé d'ouvrir notre frontière et d'ouvrir le pays à des gens qui sont vraiment douteux, des gens qui sortent de prison, des gens qui sont des fous, des malades mentaux, des terroristes. Nous avons le plus grand nombre de terroristes qui entrent au pays maintenant. Tous les terroristes de partout au monde, non seulement de l'Amérique latine, mais de partout, du Moyen-Orient, de partout. Et là, il rentre ici. Et ce gars-là, il l'a laissé ouvert. Il n'avait pas besoin de loi, car moi, je n'avais pas de loi. J'ai dit, fermez la frontière. On avait la frontière la plus sécuritaire de l'histoire. Dans ces derniers mois de ma présidence, nous avions, selon les agents frontaliers, qui font très bien ça, et je pourrais vous dire qu'ils m'endossent comme président. Parlez-leur, Brandon. Alors, nous avions la frontière la plus sécuritaire. Maintenant, c'est la pire de l'histoire. Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil. Les gens meurent à gauche et à droite, y inclut les gens qui arrivent dans les caravanes. Président Biden. Le seul terroriste qui a fait quelque chose à la frontière, c'est lui qui a... la personne d'Al-Qaïda qui a tué 3 soldats américains. C'est le seul terroriste. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun terroriste qui est traversé, mais l'idée qu'ils vident leur prison et qu'on souhaite la bienvenue à ces gens, c'est pas vrai. Il n'y a pas de données qui soutiennent ça. Encore une fois, il exagère, il ment. Président Trump, on va rester sur le sujet de l'immigration. Vous avez dit que vous allez faire la déportation domestique, la plus importante opération dans l'histoire des États-Unis. C'est une citation. Est-ce que ça veut dire que vous allez déporter tous ces migrants sans documents aux États-Unis, incluant les personnes qui travaillent, incluant les personnes dont les épouses ont la citoyenneté et incluant les personnes qui vivent ici depuis des décennies? Et si c'est le cas, attendez, comment? Il a dit qu'on a eu 3 personnes tuées par des terroristes. Nous avons tué al-Baghdadi et al-Soleimani, les 2 plus grands terroristes du monde. Et ça a eu un impact incroyable sur tout le reste, non seulement les frontières, mais surtout. C'est lui qui a tué des gens avec sa mauvaise politique des frontières et des centaines de milliers de personnes qui mouraient et aussi qui tuaient nos citoyens quand ils rentrent. Nous sommes en train de vivre dans un nid de guerre, puis ils tuent les Américains en Californie, à New York, dans tous les États, car nous n'avons plus de frontières. C'est une vraie passoire. Chaque État est une passoire. Et à cause de ces politiques ridicules, des politiques de crétins, les immigrants tuent nos citoyens. Nous appelons ça des crimes des migrants, mais moi, j'appelle ça des crimes de Biden. On n'a jamais vu une chose pareille. Et vous êtes en train de le dire comme s'il y avait 3 jeunes filles depuis quelques jours.
Je viens de parler à sa mère. Et il y a eu les funérailles, une fille de 12 ans assassinée par un migrant. C'est horrible ce qui se passe, ce qui arrive au pays. En fait, c'est un pays qui n'est plus civilisé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il a ouvert les frontières. Il n'y a personne qui a vu quelque chose pareil. Et il faut faire sortir ces gens, et rapidement, parce qu'ils vont détruire notre pays. Regardez un peu où ils vivent. Ils vivent dans des hôtels luxueux, à New York et ailleurs. Nos vétérans sont dans la rue, ils meurent, ils sont sans-abri. Ils s'en fichent des militaires qui sont à la retraite, des vétérans, des anciens combattants. Moi, j'avais le plus grand taux d'approbation des vétérans en m'occupant du ministère des vétérans. Et il a tout éliminé. Le choix, par exemple, la liberté de choix pour les vétérans. Ils ont abandonné mes programmes. On a maintenant les meilleurs chiffres et maintenant, c'est moins de la moitié parce qu'il a vraiment proposé tout le contraire de nous. Et moi, je pense qu'il a juste annulé parce que c'était mon idée. Mais il a tué tellement de gens aux frontières en permettant à tous ces gens de rentrer comme une passoire. C'est vraiment un jour triste dans l'Amérique. Chaque chose qu'il vient de dire est un mensonge. Chacune des choses. Par exemple, les vétérans sont beaucoup mieux depuis que je suis devenu président. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous sont couverts côté santé. Son groupe, son administration s'est opposé à cela. On a beaucoup de respect pour les vétérans. Mon fils a passé 1 an en Irak et puis est venu avec toutes sortes de maladies, dont une cancéreuse. J'étais récemment en France pour les célébrations du débarquement et j'ai parlé de ces héros qui sont morts. Je suis allé au cimetière de la Seconde Guerre mondiale, là où il a refusé d'aller. Et puis, il y avait ce général qui m'a dit, il a dit que les généraux, ceux qui allaient dans les forces militaires... Président Trump. Avant tout, c'était une citation complètement fabriquée. C'était dans une revue qui n'a plus de tirage. Il l'a mis dans les publicités, on l'a avisé. On a eu 19 personnes qui ont répété. Qui dirait que moi, je suis dans un cimetière et je parle de nos vétérans parce qu'il n'y a personne qui sait que mieux. Je suis très content qu'on en parle. C'est lui qui l'a abordé, le sujet. Il n'y a personne qui s'en est mieux occupé de nos soldats que moi. De penser que moi, je dirais aux généraux que ce sont des perdants. On a eu 19 personnes qui me confirment que c'est une fabrication. Comme la Russie, c'était une fabrication. Comme les 51 agents du renseignement ou les 16 économistes qui disent 51 agents du renseignement qui ont dit que l'ordinateur portable, c'était de la désinformation. Non, c'était pas de la désinformation russe. C'est Hunter Biden qui est derrière ça. Donc, il devrait présenter ses excuses à moi tout de suite. Un général 4 étoiles a dit que vous avez dit que ceux qui étaient dans les forces militaires, ceux qui sont morts, ils sont des nuls et des perdants. Et l'idée que je doive m'excuser pour ça, c'est ridicule. On a fait plus pour les vétérans que n'importe quel autre président de l'histoire des États-Unis. L'obligation sacrée qu'on a en tant que pays est de prendre soin de nos vétérans et de les équiper lorsqu'ils vont en guerre. C'est ce qu'on fait, de s'occuper de leur famille. On fait plus pour les vétérans que n'importe qui. Merci. On va maintenant, par rapport à la politique étrangère, je voudrais commencer avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui est maintenant dans sa 3e année. Ancien président Trump, le président russe Vladimir Poutine dit qu'il ne mettra fin à la guerre que si la Russie peut garder le territoire ukrainien qu'il a déjà pris et si on abandonne les demandes de se joindre à l'OTAN. Nos vétérans, nos soldats ne peuvent tolérer ce gars-là. Ils le détestent. Ils pensent que c'est le pire commandant en chef, si on peut l'appeler ainsi, qu'on n'a jamais eu. Ils le détestent. Alors, soyons francs là-dessus. Et ils m'aiment plus que tous les autres présidents qu'on a eus. Et ça, c'est fondé sur tous les renseignements disponibles. Maintenant, quant à la Russie et l'Ukraine, si nous avions un vrai président, un président qui était respecté par Poutine,
il n'aurait pas osé entrer en Ukraine. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui, beaucoup plus que vous le savez, que vous le pensez. On pense aux chiffres, mais peut-être vous pourriez les doubler, sinon les tripler. Il n'a rien fait pour l'arrêter. Je pense qu'il a encouragé la Russie. Et je vais vous dire ce qui est arrivé. Il était tellement incompétent en Afghanistan, c'était vraiment une source d'embarras. C'était le moment le plus embarrassant de l'histoire du pays. Quand Poutine a vu ça et a vu l'incompétence de Biden, il aurait dû congédier ses généraux, comme ceux que vous mentionnez. Donc, il n'y a pas de problème là. Ils auraient dû congédier ses généraux. Aucun général n'a été congédié pour le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. La sortie de l'Afghanistan. On a laissé des milliards d'armements là-bas. On a perdu 13 soldats et 38 soldats ont été oblitérés. En fait, on a laissé des personnes là. Des citoyens américains ont été délaissés. Quand Poutine a vu ça, il dit, vous savez quoi? Moi, je pense qu'on va entrer en Ukraine et peut-être c'était son rêve. J'en ai parlé, c'était son rêve. La différence, c'est qu'il n'aurait jamais envahi l'Ukraine. Jamais, jamais de la vie. Tout comme Israël n'aurait jamais envahi. Israël n'a jamais été attaqué par Hamas en un million d'années. Parce que, vous savez, l'Iran était exclu. Ils n'avaient plus d'argent. Ils étaient cassés. Ils n'avaient plus d'argent pour les mosquées, pour Hamas, pour la terreur. C'est pourquoi il n'y avait pas de terreur pendant les 4 années de Trump. Et maintenant, le monde entier est en train d'exploser sous Biden. Président Biden. J'ai jamais entendu tant de foutaises de toute ma vie. On est dans une situation... Allons-y avec ce qu'il a dit. Par rapport à l'Iran, ils ont attaqué les troupes américaines et les troupes ont eu des blessures à la tête. Il a dit, ce n'est que des maux de tête qu'ils ont, c'est tout. Il n'a rien fait pour eux. Troisièmement, on s'est retrouvé dans une situation, si vous regardez ce que Trump a fait en Ukraine, quelqu'un a dit à Trump, faites ce que vous voulez. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Poutine l'a encouragé à faire ce qu'il voulait. Et si vous écoutez ce qu'il a dit lorsqu'il est entré, il allait prendre Kiev en 5 jours. C'est ce qu'il voulait rétablir. Il n'a pas été en mesure de le faire. Et ils ont perdu des milliers et des milliers de troupes, 500 000 troupes. Président Trump, pendant 1 minute, oui, je voudrais revenir à ma question d'origine qui était, est-ce que les termes de Poutine sont acceptables à votre avis? Non, c'est inacceptable. Mais écoutez, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si nous avions un leader dans cette guerre, il a permis à tout le monde de croire ceci et cela. Il a donné 200 milliards ou plus à l'Ukraine. Il a donné 200 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas qu'il y a des précédents. Chaque fois que Zelensky vient ici, il repart avec 60 milliards de dollars. C'est le meilleur vendeur du monde. Mais moi, je suis pas en train de le critiquer. Je ne me moque de rien. Mais moi, je dis tout simplement que l'argent que nous dépensons sur cette guerre, et nous ne devrions pas dépenser. Elle n'aurait jamais dû se passer. Moi, je vais régler cela entre Poutine et Zelensky comme président élu avant même de prendre le pouvoir le 20 janvier. Je vais régler le dossier. Les gens qui se font tuer avec vraiment... Pourquoi? Inutilement. Moi, je vais régler le problème et rapidement, même avant de prendre le pouvoir. Président Biden, vous avez 1 minute. Le fait, c'est que Poutine, c'est un criminel de guerre. Il a tué des milliers de personnes et il a rendu une chose très claire. Il veut rétablir ce qui faisait partie de l'Empire soviétique. Il veut toute l'Ukraine, c'est ce qu'il veut. Vous pensez qu'il va s'arrêter là? Vous pensez qu'il va s'arrêter s'il prend l'Ukraine? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec la Pologne? Et tous les pays de l'OTAN? Donc, si vous voulez une guerre, voilà, c'est ce qu'il fera. S'il fait ce qu'il dit, et en passant, tout cet argent que l'on donne à l'Ukraine sont pour des... on leur donne les armes qui sont fabriquées aux États-Unis et non de l'argent. Et nos alliés ont financé autant l'Ukraine que nous l'avons fait. C'est pour ça qu'on est fort. Merci. Nous allons maintenant aller au Moyen-Orient. En octobre, le Hamas a attaqué Israël, tuant plus de 1000 personnes et prenant des centaines d'otages. Parmi les otages, il y a 5 personnes des États-Unis. On pense qu'ils sont encore vivants. On a créé donc une crise humanitaire à Gaza. Président Biden,
Vous avez proposé une résolution à ce conflit, mais jusqu'à maintenant, le Hamas n'a pas relâché les otages et Israël continue son offensive militaire à Gaza. Alors, quel levier de plus pouvez-vous utiliser pour faire en sorte que le Hamas et Israël arrêtent la guerre? Vous avez 2 minutes. Tout le monde du Conseil de sécurité des Nations unies, allant jusqu'au G7 et aux Israéliens, on soutient le plan que j'ai mis de l'avant. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est on va échanger les otages pour un cessez-le-feu. Deuxième phase, c'est un cessez-le-feu avec des conditions supplémentaires. Et troisième phase, c'est la fin de la guerre. Les seuls qui veulent que la guerre continue, c'est le Hamas. On pousse toujours très durement pour faire en sorte qu'il accepte. En attendant, qu'est-ce qui se passe en Israël? La seule chose que j'ai nié à Israël ou ne pas donné à Israël, ce sont les bombes de 2000 livres pour tuer des civils. Non, on a fourni les armes dont ils ont besoin. Et en passant, j'étais celui qui a organisé le monde contre l'Iran lorsqu'il y a eu une attaque aux missiles balistiques en Israël. Il n'y a pas eu d'Israéliens, peu d'Israéliens qui sont tués accidentellement. L'Iran est... Donc, c'est 2 différentes choses dont on parle ici. Le Hamas, on ne peut pas permettre au Hamas de continuer. En passant, Hamas a été affaibli grandement. Et il devrait être éliminé complètement, mais il faut être prudent par rapport à l'utilisation de certaines armes parmi les grandes populations. Revenons à l'Ukraine un instant. Il y a un océan qui nous sépare. Les nations européennes, ensemble, ont dépensé 100 milliards, peut-être un peu plus, moins que nous. Pourquoi il ne les appelle pas pour dire « vous devriez les faire payer » comme j'ai fait avec l'OTAN? Ils ont payé des centaines de milliards de plus. Le secrétaire général de l'OTAN dit « Trump a fait le travail le plus incroyable ». Ils allaient être en faillite. On dépensait presque 100% du budget de l'OTAN avant moi. Il ne l'a pas fait. Vous devez forcer ces gens-là à payer. On a dépensé 100 milliards de plus. Il y a plus d'impact sur eux à cause du rapprochement, car nous, on a un océan qui nous protège. Alors, pour Israël et pour Hamas, Israël est celui qui est problématique. Il dit les seuls qui veulent continuer, c'est Hamas. Non, c'est Israël qui veut continuer. Et vous devriez les permettre de finir la mission. Il est devenu comme Palestinien parce qu'il n'aime pas, parce qu'il est un Palestinien faible, ce M. Biden. Président Biden, vous avez 1 minute. J'ai jamais entendu quelque chose du genre. C'est une personne qui veut sortir de l'OTAN. Vous ne comprenez pas l'OTAN. Si on sort de l'OTAN, notre force réside dans nos alliances également. Ça peut être un océan énorme, mais on peut éviter, grâce à l'OTAN, une guerre en Europe. Qu'est-ce qui arrive si Poutine contrevient aux règles de l'article 5 de l'OTAN? Une attaque sur un est une attaque sur tous. On dit, voilà, laissez Poutine entrer et continuer de contrôler l'Ukraine et ensuite de passer à la Pologne. Il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Et en passant, j'ai 50 autres nations autour du monde qui soutiennent l'Ukraine, y inclut le Japon et la Corée du Sud, parce qu'eux, ils comprennent que ce genre de dislocation est une menace pour la paix mondiale. Président Trump, juste une question de suivi. Est-ce que vous soutiendrez la création d'un État palestinien indépendant pour atteindre la paix dans la région? Mais avant de le faire, le problème que nous avons, c'est que nous dépensons tout l'argent. Donc, ils nous écrasent avec le commerce. J'ai fait de très bons accords commerciaux, car en fait, économiquement, ils font peut-être le même poids que l'Amérique, si on les prend ensemble, n'est-ce pas, l'Union européenne. Alors, ils ne veulent rien de chez nous, pas d'auto, mais nous, on est supposé acheter leurs aliments, leurs autos et tout. Moi, j'ai changé cela. Mais ce que j'ai changé surtout, c'est qu'ils ne veulent pas payer. Et la seule raison pour laquelle ils peuvent jouer avec l'OTAN, c'est que moi, je les ai fait payer pour tout ce qu'ils dépensent. Et il a raison. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne vais pas soutenir l'OTAN si vous ne payez pas votre juste part. Ils m'ont posé la question, allez-vous nous protéger contre la Russie? Lors d'une rencontre très secrète des 28 États à l'époque, les 28 nations. Et ils ont dit non, si vous ne payez pas votre juste part, je ne vous protège pas. Et savez-vous, des milliards de dollars ont
été payé dans les jours et les mois suivants. Mais là, on est dans le même... On est en train de payer la facture. Maintenant, nous allons parler de la démocratie. Ancien président Trump, je voudrais vous poser une question sur le 6 janvier 2021. Après avoir élu les personnes qui vous ont soutenu, certains sont arrivés au Capitole pour arrêter le vote, le comptage en fait des bulletins de vote. Vous avez juré de défendre la Constitution, de protéger. Que dites-vous aux électeurs qui pensent que vous avez violé ce serment à travers vos actions ou votre manque d'action le 6 janvier et qui se préoccupent que vous allez le refaire? Mais je vais vous parler du 6 janvier. Le 6 janvier, nous avions une très belle frontière. Il y avait très peu de gens qui traversaient. Le 6 janvier, on était indépendant sur l'énergie. Le 6 janvier, on avait les taxes les plus faibles. Nous avons les moins de règlements. Et le 6 janvier, nous étions respectés de par le monde. Tout, partout dans le monde, on nous respectait. Et là, lui, il arrive, et là, on est vraiment la risée du monde entier. Ce qui est arrivé aux États-Unis, à notre réputation, avec M. Biden, au timon, c'est horrible. Il inclut l'instrumentalisation. Et j'espère qu'on va l'aborder, où il s'attaque à son adversaire politique parce qu'il ne peut pas gagner de façon normale. Vous avez 80 secondes qui vous restent, mais ma question était, qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui pensent que vous avez violé votre serment constitutionnel à travers vos actions et manque d'action le 6 janvier 2021 et qui sont préoccupés que vous allez le refaire? Je n'ai pas dit cela. J'ai dit de façon pacifique et patriotique. Et Nancy Pelosi, si vous regardez les nouvelles il y a 2 jours, à sa fille, qui est une documentariste, comme on l'appelle, elle dit « Oh non, c'est ma responsabilité, j'étais responsable de cela, car moi, je lui ai offert 10 000 soldats, la garde nationale. » Et elle l'a refusé. Et le maire, par écrit d'ailleurs, le maire a également refusé, le maire de D.C. Ils ont refusé, j'ai offert 10 000 soldats, car moi, je voyais bien. Moi, j'avais rien à faire. Ils m'ont demandé de livrer un discours. Moi, je voyais ce qui se passait. Tout le monde disait, ils vont être là le 6 janvier. Et moi, je dis, vous savez quoi? C'est beaucoup de gens qui vont arriver. On pouvait le sentir, vous aussi. Et vous pouviez le sentir. Et moi, je dis, et on devrait avoir une garde nationale ou quelque chose, une présence militaire. Et l'affaire est là. Elle admet qu'elle a refusé cette offre-là. Et le même jour, je ne sais pas. Elle ne doit pas être très contente de sa fille parce qu'elle l'a montrée comme menteuse. Et là, elle assume toute la responsabilité du 6 janvier. Président Biden? Il a encouragé ces gens à aller au Capitole. D'abord, il s'est assis dans la cuisine du bureau ovale pendant des heures, alors que son vice-président et ses collègues républicains lui disaient de faire quelque chose, lui disaient de mettre fin à tout ça. Et au lieu, il parlait de ces gens comme étant des patriotes, des grands patriotes des États-Unis. En fait, il dit maintenant qu'il va les pardonner pour ce qu'ils ont fait. Ils ont été condamnés et il va annuler leur condamnation. Il est allé à toutes les cours de la nation à de multiples reprises, inclus à la Cour suprême. Et ils ont dit non. Cet individu est responsable de ce qui s'est passé. Il n'a fait rien pour arrêter cela. Et tous ces gens devraient être en prison. Ils devraient être tenus responsables. Il veut tous les libérer, ces personnes. Et maintenant... Merci, Président Biden. Président Trump. Ce qu'ils ont fait à certaines personnes qui étaient tellement innocentes, vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait. Vous avez détruit les vies de tant de gens. Quand ils ont détruit Portland et bien d'autres pays, Minneapolis, au Minnesota, avec les incendies criminels, si j'avais pas amené la garde nationale, les villes auraient été détruites. Ils ont vraiment contrôlé des grands quartiers de Seattle. J'étais prêt à déployer la garde nationale. Ils ont vu la garde s'approcher, ils ont quitté l'endroit. Ce qu'il a dit sur tout ce sujet, c'est tellement à côté de la plaque. Écoutez, le comité, qui est vraiment 2 républicains horribles qui ne sont plus là, et des démocrates, tous des démocrates, ils ont détruit et ont effacé tous les renseignements qu'ils ont trouvés parce qu'ils ont découvert qu'on avait raison. C'est nous qui avions raison. Ils ont détruit toutes les pièces à conviction. C'est eux qui devraient être emprisonnés. Si un républicain l'avait fait, il serait en prison aujourd'hui. J'aimerais vous donner 1 minute. La seule personne ici qui est un criminel est la personne dont je regarde dans les yeux maintenant. Et ce qu'il vous dit est simplement faux.
Le fait, c'est qu'il n'y a eu aucun effort de son côté d'arrêter ce qui se passait au Capitole cette journée-là. Et toutes ces personnes qui ont été condamnées le méritent. L'idée qu'ils n'ont pas tué quelqu'un et qu'ils ont seulement brisé des fenêtres et occupé des bureaux et fait du vandalisme, l'idée que ces gens soient des patriotes, voyons donc, lorsque je lui ai posé lors d'un premier débat, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez dénoncer le groupe les Proud Boys? Il a dit non, soyez en mode attente. Est-ce que vous dénoncez ces gens maintenant qui ont attaqué ce Capitole? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner une minute, Président Trump, pour faire une question de suivi que j'ai. Après que le jury vous a trouvé coupable de 34 accusations le mois dernier, vous avez dit que si vous étiez réélu, et c'est une citation, vous auriez le droit d'aller après vos opposants politiques. Alors, ce comité du 6 qui irait en prison. Votre opposant principal est ici, devant vous. Qu'est-ce que vous pourriez préciser votre idée par rapport à ce que vous vouliez dire par avec ça? Ma vengeance, ça va être le succès. Nous allons redonner le succès, car maintenant, nous sommes une nation qui échoue. Donc, c'est ma victoire qui sera la vengeance. Mais quand il parle d'un criminel condamné, eh bien, son fils également a été condamné. Il aurait dû être condamné avant, mais le ministère de la Justice a permis à la prescription d'arriver. Mais lui, il pourrait également, dès qu'il sort, Joe pourrait être un criminel avéré. Il a fait des choses horribles. Toutes les morts à la frontière, de dire aux Ukrainiens que nous allons changer le procureur, sinon vous n'obtenez pas $1 milliard. Je n'ai jamais dit ça. C'est donnant-donnant. Nous n'allons rien vous donner si vous ne changez pas votre procureur en lien avec Hunter Biden. C'est un homme qui est criminel. Vous êtes chanceux. J'ai rien fait de mal. Nous aurions un système qui était vraiment truqué. Moi, j'ai rien fait. Merci, Président Trump. Président Biden, vous avez dit, et je vous reviendrai. À vous les répondre, allez-y. Je vous donne 1 minute pour répondre. L'idée que j'ai fait quelque chose de mal par rapport à ce que vous dites, c'est injurieux, c'est un mensonge. Deuxièmement, l'idée que vous avez le droit de vous revenger contre les Américains parce que vous êtes président, c'est mal. Aucun président n'a jamais parlé de cette façon de toute notre histoire. Troisièmement, les crimes dont on vous accuse, et pensez à toutes les pénalités civiles que vous avez. Combien? Pour avoir abusé une femme au public, d'avoir fait toutes sortes de choses, d'avoir eu des relations sexuelles avec une vedette pornographique alors que ta femme était enceinte. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez les convictions morales d'un chat. Je n'ai pas couché avec une vedette pornographique. Deuxièmement, cette procédure, ils ont transféré un fonctionnaire du ministère de la Justice vers Manhattan et nous allons interjeter appel. On va gagner. On avait un juge démocrate horrible. Les procureurs étaient tous des démocrates de haut rang, des gens nommés, et à la fois les causes criminelles comme civiles. En fait, il s'en est pris à son adversaire politique parce qu'il pensait que ça allait nous faire du dommage. Mais quand le public a appris, parce qu'ils comprennent beaucoup mieux l'enjeu, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais quand ils ont découvert ce qui se passait, ce qui se tramait, en fait, mes sondages se sont améliorés, vous le savez. Et on a eu plus de financement dans 2 semaines que on a réussi dans l'histoire de toute campagne électorale de notre histoire. Des centaines de millions de dollars. Parce que le public sait très bien que c'est une arnaque. Et c'est quelqu'un qui s'en prend à moi parce qu'il n'est pas en mesure de gagner de façon vous avez dit, correcte. C'est une citation. Donald Trump et ses républicains MAGA sont déterminés à détruire la démocratie aux États-Unis. Est-ce que vous croyez que les dizaines de milliers d'Américains qui vont probablement voter pour le président Trump vont voter contre la démocratie américaine? Plus ils savent ce qu'il a fait, oui. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'affaires contre lui, juridiquement. Il doit faire face à plusieurs choses. Je ne sais pas ce que les jurys vont décider, mais je sais qu'il a un gros problème entre les mains. Donc, penseriez-vous entendre un président qui dit « je vais me revenger », est-ce que vous auriez jamais pensé qu'un président pourrait dire ce genre de choses?
J'ai dit que je n'allais pas me représenter à un moment donné. Mais lorsque j'ai vu ces gens qui sortaient manifester avec les swastikas et les torches, et ils chantaient des chants antisémites, comme si on était retourné en Allemagne, et cette jeune femme qui s'est fait tuer cette journée-là, j'ai parlé à la mère. Ils lui ont demandé « Qu'est-ce que vous pensez de ces gens? » Donc, il a dit « Je pense qu'il y a de très bonnes personnes des deux côtés. » Quel président américain dirait ce genre de choses à propos de nazis portant des torches et chantant des chants antisémites avec des swastikas sur eux? C'est comme s'il disait qu'Hitler a fait de bonnes choses. J'aimerais savoir ce que sont ces bonnes choses. Il n'a aucun sens de la démocratie américaine. Président Trump. Jake, vous deux savez que cette histoire a été complètement transformée, car quand vous voyez la phrase, ça dit, c'était vraiment le contraire à 100%. Il ne s'est pas présenté à cause de Charlottesville, c'était sa dernière chance. Il n'a pas ce qu'il faut pour être président. C'est ridicule, nous avons un débat. On essaie de justifier sa présidence. Sa présidence, c'est vraiment, sans aucun doute, la pire présidence dans l'histoire de notre pays. On ne devrait pas avoir un débat là-dessus. Il n'y a rien à dire. Il a inventé l'histoire de Charlottesville. C'est vraiment discrédité partout. Chaque chef d'antenne l'a discrédité. Et il n'y a pas longtemps, ça a été encore discrédité. C'est vraiment ridicule. Il le sait et il ne s'est pas présenté à la présidence comme Charlottesville. C'est une excuse, une pure excuse. Président Biden. Ce n'est pas une fabrication, ça a eu lieu. Écoutez ce que l'on disait à l'époque et l'idée que c'est la seule raison pourquoi je me suis présenté. Je me suis présenté parce que j'étais inquiet que quelqu'un comme lui soit élu. S'il pensait qu'il y avait de bonnes personnes qui ressortaient de ce groupe en portant ses torches, il ne méritait pas à être président du tout. Et l'idée qu'il parle que tout cela soit une fabrication. On l'a vu de nos propres yeux. On a vu ce qui s'est passé le 6 janvier. On a vu les gens qui brisaient les fenêtres. On a vu les gens qui occupaient ces bureaux. Il y a une raison pourquoi 40 de ces 44 officiers de cabinet refusent de lui offrir son soutien cette fois-ci. Son propre vice-président ne l'a pas endossé cette fois-ci. Pourquoi? Ils le connaissent bien, ils ont servi avec lui. Pourquoi ils ne le soutiennent pas? Merci, Président Biden. Et nous reviendrons avec d'autres questions des débats présidentiels du CNN. Alors, bienvenue à Atlanta, Georgie. Nous allons maintenant parler des défis auxquels vous avez fait face lors de vos premiers termes et auxquels vous allez faire face à nouveau. Président Biden, alors que le chômage des Noirs est très bas, les familles noires ont des revenus beaucoup plus bas. Les femmes noires, les mères noires ont plus de chances de mourir de cause lors d'une grossesse et les Américains noirs sont beaucoup plus emprisonnés que les Blancs. Que dites-vous aux électeurs noirs qui sont déçus que vous n'avez pas plus progressé? Eh bien, ils reconnaissent que j'ai fait beaucoup de progrès, premièrement. Il y a plus de petites entreprises gérées par les Noirs depuis toute l'histoire. Deuxièmement, les salaires, le taux de chômage chez les Noirs et le taux à son plus bas niveau depuis très longtemps. Et troisièmement, on a beaucoup de logements, fabriqué beaucoup de logements pour les Noirs américains. Et on a diminué la collusion au niveau des logements. Et en plus de cela, on trouve que l'impact sur le choix que les familles noires doivent faire par rapport aux soins de leurs enfants est difficile. On a créé de la législation dans le passé et avec cela, j'ai été en mesure de diminuer les coûts de soins des enfants de moitié. On va s'assurer de continuer de lutter pour réduire les coûts pour les soins de garde pour les enfants. Et ça encourage plus de gens à être sur le marché du travail. Donc, il y a beaucoup plus à faire, mais on en a déjà fait beaucoup jusqu'à maintenant. Vous avez 49 secondes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux électeurs noirs qui sont déçus avec le progrès jusqu'à maintenant? Eh bien, je leur dis, vous n'êtes pas à blâmer d'être déçus. L'inflation fait encore mal. Par exemple, j'ai mis de l'avant l'idée que toute famille noire qui achète une première maison devrait avoir un crédit d'impôt pour acheter leur première propriété afin qu'ils puissent commencer dans la vie. Je me suis assuré que ces familles noires et ces individus noirs puissent obtenir des prêts étudiants.
Pour ce qui est du volontariat, si, en fait, je leur ai dit, s'ils payent leur dette pendant 10 ans, on va oublier l'autre partie de leur dette. Merci. Et c'est lui qui est la cause de l'inflation. Il a raison, l'inflation est vraiment mauvaise. C'est lui qui en est la cause. Et cela tue les familles noires et les familles hispaniques. Et en fait, tout le monde, presque. Ils ne peuvent plus acheter des épiceries, ils ne peuvent regarder un peu le coût des aliments. Ça a doublé, triplé, quadruplé. Ils ne peuvent plus vivre, ils ne joignent plus les deux bouts. C'est lui qui est la cause de l'inflation. Je lui ai donné un pays avec presque aucune inflation. C'était parfait, c'était tellement bien. Il n'avait qu'à laisser cela, à ne rien faire. Et là, il a détruit l'économie. Et tout cet argent qu'il jette par les fenêtres, il a causé l'inflation. Et comme je vous vois, le fait demeure que quand il est question des Noirs, c'est les millions qu'il permet à rentrer. Il vole des emplois aux Noirs. C'est peut-être 18 ou 19 ou 20 millions de personnes. Il vole les emplois des Noirs et il vole les emplois des Hispaniques. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez voir quelque chose qui est le pire de notre histoire. Merci, Président Biden. Il n'y a pas eu d'inflation lorsque je suis devenu président parce qu'il a décimé l'économie. C'est pour cette raison qu'il n'y avait pas d'inflation à l'époque, il n'y avait pas d'emploi. Nous avons donné des millions d'emplois aux gens. On s'est assuré que ces gens aient de l'assurance maladie. Je me suis assuré qu'il y ait 8 000 $ par personne dans les familles pour les soins de santé et lui veut éliminer ça. Il veut se débarrasser du système d'assurance santé. Et l'idée que nous ne faisons rien, on a mis plus de policiers sur les rues que n'importe quelle autre administration. Il veut couper les forces policières. On a poussé pour l'égalité et l'équité. L'inflation, il l'a causée en raison de sa malfaisance. Merci. Un autre défi persistant, c'est la crise climatique. En 2023, ce fut l'année la plus chaude dans l'histoire et les communautés de partout dans le pays font face aux effets dévastateurs de chaleur très intense, des incendies, des ouragans de plus en plus forts et le taux de la mer qui augmente. Ancien président Trump, vous dites que vous allez mettre fin aux initiatives climatiques de votre opposant, mais est-ce que vous allez prendre action en tant que président pour réduire la crise climatique? Laissez-moi revenir sur la police. Écoutez, presque chaque groupe de policiers de chaque État est en train de soutenir Donald J. Trump. Presque chaque corps policier. Et ce qu'il a fait à la population noire, c'est horrible. Il inclut le fait que pendant 10 ans, il les a appelés les super-prédateurs. On ne peut pas oublier cela. C'était comme ça qu'il les a appelés pendant 10 ans. Et ils ont été insultés. Et là, ils voient les résultats. Mais quand ils voient ce que j'ai fait pour la justice criminelle, la réforme du système pénal et pour les collèges historiquement noirs, je les ai financés, je les ai refinancés et aussi les zones d'opportunité, de perspective avec Tim Scott. C'est incroyable. Il a fait un très bon travail. Un grand sénateur de la Caroline du Sud. Il est venu me voir avec l'idée qu'il a eue. C'était un des meilleurs gestes pour les Noirs. Et c'est pourquoi nous avons les meilleurs chiffres auprès des Noirs, peut-être de l'histoire. Moi, j'ai lu ce matin où nous avons les meilleurs chiffres de soutien de la communauté noire. Il a beaucoup perdu le vote des Noirs, car il les a vraiment négligés, il les a délaissés. Et aussi, pas mieux pour les Hispaniques. Alors, attendez de voir les millions de personnes qui entrent par la frontière. Ils vont voler ces emplois. Et ça a déjà commencé. Et vous n'avez rien vu. C'est une catastrophe. Il vous reste 38 secondes. Président Trump, est-ce que vous allez prendre une action quelconque en tant que président pour ralentir la crise climatique? Moi, je veux de l'eau absolument propre. Je veux de l'air propre. Et nous l'avions. On avait d'eau. On avait les meilleurs chiffres de l'histoire. Et nous nous servions de toutes les formes d'énergie, tout. Et pendant mes 4 années, j'avais les meilleurs chiffres environnementaux de l'histoire. Et mes spécialistes m'ont donné ces statistiques juste avant de vous voir ce soir. Mais
d'où il sort l'idée que ce qu'il dit est vrai. J'ai poussé pour la législation la plus extensive au niveau de l'environnement de toute l'histoire. Et en passant, les universités noires, 15 milliards de dollars pour les universités et les collèges noirs. Ils ont eu toutes ces contributions pour construire le laboratoire. Maintenant, les Noirs peuvent en faire autant que les Blancs. À l'université, ils sont capables d'obtenir ces emplois en techno, par exemple. L'idée qu'il affirme qu'il ait fait quelque chose pour promouvoir l'eau la plus propre, il n'a absolument rien fait pour l'environnement. Les accords de Paris, j'ai rejoint cet accord immédiatement parce que ce 1,5 degrés Celsius, une fois qu'on l'a traversé, on ne peut plus y revenir. La menace existentielle pour l'humanité, c'est le changement climatique. Il n'a rien fait. Les accords de Paris allaient nous coûter 1 billion de dollars et la Chine n'allait rien payer comme la Russie et l'Inde non plus. C'était vraiment un vol pur et simple. Et moi, j'ai mis fin car je ne voulais pas gaspiller cet argent car ils nous traitent horriblement. On était les seuls à payer. Personne d'autre ne payait la note. Et c'était une catastrophe. Mais tout ce qu'il a dit, honnêtement, je vais vous donner un exemple. Il a déjà dit sur l'insuline. C'est moi qui a fait baisser le prix de l'insuline pour les aînés. C'est moi qui m'occupe des aînés. Ce qu'il fait, c'est qu'il détruit tous nos programmes médicaux, car les migrants arrivent et ils veulent que chacun... Écoutez, moi, j'ai vraiment le plus grand cœur sur cette estrade, mais nous détruisons notre pays. Ils viennent envahir nos hôpitaux, nos écoles et aussi l'aide sociale. Il est en train de détruire l'aide sociale, l'assurance médicaments et l'assurance santé. Donc, en fait, nous sommes les seuls qui n'étions pas les membres de l'accord de Paris. On est un des plus grands pollueurs au monde, mais on fait beaucoup de progrès. D'ici 2035, on aura coupé la pollution de moitié. On a fait des progrès significatifs et on continue de progresser. Donc, il y a le corps climatique pour les jeunes, comme le Peace Corps. Et cela nous amène à faire des choses qui vont changer les causes de la pollution. Et l'idée qu'il affirme qu'il a le plus grand cœur sur cette scène et qu'il est vraiment inquiet à propos de la pollution et du climat, je n'ai vu aucune indication de cela concrètement. Et en passant, par rapport aux médicaments, une compagnie a décidé de réduire le prix à 35 $. Et je vais m'assurer que toutes les compagnies pharmaceutiques au monde... Et en passant... Alors, à chaque jour, des millions d'Américains ont des problèmes juste pour réussir à vivre. Et pour beaucoup de personnes plus âgées, ils ont besoin donc de la sécurité sociale. Et si rien n'est fait, ça va être coupé d'ici 10 ans. Est-ce que ce soir, vous aimeriez parler d'une chose en particulier que vous allez faire pour assurer que ce soit faire en sorte que les riches commencent à payer leur partie du gâteau. 6 pour ceux qui font 170 000 $ ou plus à chaque fois qu'ils reçoivent un chèque de paie à partir de quand ils ont 18 ans. L'idée, je propose cela depuis longtemps. Les millionnaires payent 1 % en impôts. Donc, ça ne va pas monter le coût de la sécurité sociale pour qui que ce soit. À partir de 400 000 $, ça va augmenter pour qu'on puisse garantir le programme. Alors, il vous reste encore 82 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous pensez qui pourraient aider à garder l'assurance maladie correcte? Non, ça va faire en sorte que ça reste vivant. Et la plus grosse chose qu'on doit faire, c'est de battre cet individu ici parce qu'il pense que il veut se débarrasser de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Et si vous regardez le programme qu'il a mis de l'avant, que le caucus républicain a mis de l'avant, ce programme veut couper ces choses également. L'idée qu'on n'a pas besoin de protéger nos aînés, c'est ridicule. Et le public américain a une couverture de santé qui est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Et on a une circonstance où 400 000 personnes
40 millions de personnes n'ont pas d'assurance parce qu'ils ont des conditions, des maladies préexistantes. Et donc, ils font partie. Et on est dans une situation, lorsqu'on parle d'éducation dans les communautés noires, j'ai augmenté les fonds pour les prêts de plusieurs milliers de dollars pour ceux qui gagnent moins de 70 000 par année. Ils seront en mesure de recevoir 15 000 dollars pour leurs études. Donc, il ne sait pas ce qu'il dit. Merci, Président Biden. Président Trump. Alors, moi, j'ai transigé avec des policiers toute ma vie. J'ai été de ce côté-ci de l'équation depuis 8 ans, disons. Je n'ai jamais vu mentir autant que lui. Il peut vous regarder droit dans les yeux et vous parler sans fondement. L'Ukraine, la Russie, l'ordinateur portable, tout ce qu'il dit, c'est la désinformation et la mésinformation. C'est du pur mensonge. Les poires et les perdants, c'est complètement faux, c'est disgracieux, mais pour la sécurité sociale, il est en train de détruire la sécurité sociale parce qu'il y a des millions de personnes qui rentrent au pays et ils sont en train de recevoir des soins, ils sont dans nos hôpitaux, ils remplacent nos citoyens. Est-ce qu'ils font aux vétérans? C'est incroyable. Nos vétérans sont des itinérants. Et eux, ils vivent dans des hôtels luxueux. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est vraiment en train de revenir. Je n'ai jamais vu autant de colère dans notre pays avant. Président Biden. L'idée que les vétérans, qu'on ne s'occupe pas des vétérans, je vous l'ai dit avant. Et en passant, lorsque j'ai dit perdant, il a reconnu après qu'il a congédié ce général. Ce général a été congédié parce qu'il a reconnu qu'il avait dit cela. Il était là debout avec Trump lorsqu'il l'a dit et il l'a entendu. Deuxièmement, l'idée qu'on va être dans une situation où tous ces millions selon lui, d'immigrants illégaux entrent au pays et nous enlèvent nos emplois. Il y a une raison pourquoi on a l'économie qui a la plus forte croissance au monde, qu'on est l'économie à succès. On fait mieux que toute autre nation au monde à ce niveau. Et en passant, ces 15 lauréats Nobel, ces économistes ont tous dit que si Trump est réélu, on va tomber en récession et l'inflation va augmenter. Et le pire président de l'histoire, en passant, 159 académiques ont voté et ils ont affirmé qu'il était le pire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler du coût des soins à la petite enfance. C'est un problème pour beaucoup de familles. Vous avez les deux essayé de gérer la situation, mais le coût moyen des soins de la petite enfance est de plus de 11 000 $ par année par enfant dans ce pays. Pour beaucoup de familles, le coût des soins à la petite enfance pour 2 enfants est plus que leur loyer. Lors de votre deuxième terme, que feriez-vous pour assurer que les soins à la petite enfance soient plus abordables? Pour revenir, le général s'est fait congédier parce qu'il était piètre et c'est pour ça qu'il a inventé ce que j'ai dit. Et on a 19 personnes très respectées qui ont contredit ce que le général dit. Et l'autre élément, il ne congédie personne. Il n'a jamais congédié quelqu'un. Je n'ai jamais vu Biden congédier quelqu'un. Moi, j'ai congédié Comey et beaucoup de hauts gradés, des gens au FBI qui ne drainaient pas du tout le marécage. Alors moi, j'ai hérité de ces gens-là. C'est pas moi qui ai nommé Comey. Je l'ai congédié. Lui, il n'a congédié personne. C'est drôle, hein? Il devrait congédier chaque militaire qui est impliqué dans cette sortie désastreuse de Kaboul. C'était vraiment le moment le plus embarrassant dans l'histoire de notre pays. As-tu congédié quelqu'un? Quelqu'un à la frontière qui nous a permis d'avoir la pire frontière, la passoire la plus lamentable, 18 millions de personnes, beaucoup de prisons, beaucoup qui arrivent des institutions psychiatriques. Avez-vous congédié quelqu'un et qui détruisent notre pays? Joe, notre pays est en train d'être détruit pendant que nous, on perd tout ce temps à débattre. C'est le pire président. Il est là, un peu hébété, mais c'est le pire président dans l'histoire de notre pays. Il a détruit notre pays. Maintenant, tout à coup, il essaye de se montrer comme étant un peu plus dur à la frontière. Et il arrive avec une petite réduction, comme vraiment presque rien. C'est insignifiant. Il veut des frontières ouvertes. Il veut que notre pays soit détruit ou il veut ramasser ces gens-là comme des électeurs. Et on ne peut pas le permettre. Si lui, il gagne ces élections, notre pays
pays n'a aucune chance de nous en sortir de cette ornière. On n'aura peut-être plus de pays. Voilà à quel point c'est gravissime. C'est le pire de loin dans l'histoire de notre pays. Merci, Président Trump. Président On Biden. est le pays le plus admiré au monde. On est les États-Unis d'Amérique. Il n'y a rien au-delà de nos capacités. On a les forces militaires, la meilleure force militaire au monde. Et personne ne pense qu'on est faible. Personne ne veut nous affronter. Deuxièmement, l'idée que l'on parle de pire président, je ne faisais pas de farce. Je ne faisais pas de farce. Aller en ligne. 158, je n'ai pas le nombre exact, de 158 historiens présidentiels ont voté qu'il était le pire président de l'histoire des États-Unis. Le pire de toute l'histoire américaine, c'est un fait. Ce n'est pas une conjecture. Ils ont voté, c'est ce qu'ils ont dit. Et l'idée qu'il fait quelque chose pour gérer les prix de la garde d'enfants, il n'a rien fait. On devrait augmenter les crédits d'impôt, augmenter le nombre de parents qui retournent au travail et on devrait encourager les entreprises. Merci, Président Biden. La question, Président Trump, était par rapport à comment rendre les centres de la petite enfance plus abordables. Si vous voulez répondre à ça. Et ils sont vraiment en train de démontrer à quel point il est catastrophique. Je vais vous montrer les chiffres. Et moi, je suis évalué comme un des meilleurs. Et si on me donne un autre 4 ans, je serai le meilleur. Je pense que je serai le meilleur de notre histoire. Personne n'a créé une économie comme nous. Personne n'a pu en faire autant. Il veut faire monter vos taxes 4 fois. Chacun va payer plus d'impôts. 4 fois plus. Il veut que les réductions fiscales soient expirées. Et personne n'en a pas entendu parler. Toute ma vie, j'ai grandi et j'ai vu des politiciens qui parlent de réduire les impôts. Mais quand nous l'avons fait, comme je l'ai dit, nous avons eu plus d'entreprises, Apple et d'autres, qui ramenaient des capitaux au pays. Le pire président de l'histoire, de loin, et chacun le sait, c'est M. Biden. Président Biden. En fait, il n'a pas raison. Il va augmenter les impôts sur la classe moyenne. J'ai dit que je n'augmenterais pas les impôts par rapport à ceux qui gagnent moins de 400 000 $. Je n'ai pas fait. Tout ce qui entre au pays. Vous savez ce que disent les économistes? Ça va coûter à l'Américain moyen 2 500 $ de plus par année parce qu'ils devront payer la différence pour ce qui est des aliments et toutes les choses qui sont importées. Deuxièmement, il est dans une situation où il parle de la façon, en fait, du fait qu'il a aidé la classe moyenne. La classe moyenne a été dévastée par tes actions et maintenant tu veux de nouvelles réductions d'impôts de 5 à 10 milliards qui va faire en sorte que le pays va faire banqueroute. Vous n'avez fait aucun progrès avec la Chine. On a un déficit Merci, le plus Président bas au niveau Biden. des échanges avec la Chine depuis 2010. Maintenant, nous allons parler d'un impact de l'épidémie qui impacte des millions d'Américains. Vous en avez fait votre priorité dans le premier terme, la crise des opioïdes. Et pour vous deux, le nombre de morts dues à des surdoses a augmenté, sous votre terme et sous le vôtre aussi. Président Trump, malgré les efforts que vous avez les deux effectués, beaucoup des milliers d'Américains meurent de surdose, par exemple le fentanyl. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant qui ont des problèmes de dépendance et qui ont des problèmes pour avoir les traitements dont ils ont besoin? Nous avons maintenant le plus grand déficit dans l'histoire du pays. Avec M. Biden, nous avons le déficit le plus important avec la Chine. Et il est payé par les Chinois, n'est-ce pas? C'est un candidat de 5e colonne. Je pense qu'il a peur des Chinois. Mais regardez, il n'a jamais aboli mes tarifs, car on amène tellement d'argent avec les tarifs que j'ai imposés sur la Chine. Il n'a pas supprimé, car c'est trop d'argent en jeu. C'est incroyable. Nous avons sauvé nos aciéries et il y a encore plus à venir. Mais il n'a rien fait. Il n'a pas agi. Mais il n'a pas enlevé mes tarifs, car il ne peut pas, car c'est trop d'argent en jeu. Mais il a le déficit le plus important dans l'histoire du pays, n'est-ce pas? Et il a la pire situation avec la Chine. La Chine va être propriétaire des États-Unis si vous les permettez à nous maltraiter comme ça. Ils sont en train de nous tuer, Joe. Et vous ne pouvez pas laisser cela se passer. C'est en train de détruire le pays. Président Trump, il vous reste 67 secondes. Et la question était par rapport à ce que vous allez pour aider les Américains qui ont des problèmes de toxicomanie, qui n'ont pas les traitements dont ils ont besoin. On s'en sort très bien.
jusqu'à la COVID, peut-être 2 ans et demi, 3 ans, comme jamais auparavant, dans toutes les façons qu'on peut mesurer. Après ça, il a fallu sévir et les drogues traversaient la frontière librement. On a eu beaucoup d'équipements, on a acheté les meilleurs chiens. Ils peuvent vraiment renifler ces drogues partout et on commençait à voir des chiffres vraiment à la baisse. Ensuite, lui, il arrive et avez-vous vu les chiffres? Ce n'est pas seulement les 18 millions. Je pense que c'est vraiment sous-estimé car on ne parle pas du tout de ceux qui s'échappent aux gardes frontières. Mais il y a le trafic des femmes aussi qui traversent la frontière. C'est la pire chose de l'histoire, avec des chiffres jamais vus, parce que la frontière, c'est une passoire. Mais le nombre de drogues, de stupéfiants qui traversent la frontière, c'est vraiment du jamais vu. Président Trump, merci. Président Biden. Le fentanyl et ses produits adjacents ont été en décroissance pendant un certain temps et je veux m'assurer qu'on utilise des machines pour détecter le fentanyl à la frontière et ça coûte beaucoup d'argent. Ça fait partie de cet accord bilatéral. Plus de machines pour le fentanyl en mesure de détecter les drogues, plus d'agents, toutes ces choses. Et lorsqu'on a signé cet accord, il a appelé ses collègues républicains et a dit ne signez pas, ça va me faire mal politiquement. C'est une très bonne loi, un très bon projet de loi. On a besoin de ces machines. Et puis, le Mexique travaille avec nous également pour assurer que les pays n'aient pas la technologie pour continuer. Merci, on a besoin de ces machines. Président Trump, encore une fois, la question est au sujet des Américains qui ont des problèmes de toxicomanie et qui n'ont pas la capacité d'avoir les traitements dont ils ont besoin. C'est pertinent. Écoutez, avec le Mexique, il a mis fin au programme pour qu'on ne permette pas autant de ces migrants clandestins. On a eu des négociations très dures avec le Mexique et tout a été perdu. C'est comme il y a un otage. Chaque fois qu'il y a un otage, c'est des millions qui sont dépensés. Maintenant, il y a un journaliste du Washington Post, un bon gars, qui est un otage en Russie. Pourquoi? Parce que Poutine rit en pleine face. Il a probablement demandé pour des milliards de dollars pour ce journaliste. Moi, je vais le faire sortir très rapidement. Dès que je prends le pouvoir, même avant. Franchement, dès que je gagne les élections, je vais faire libérer le journaliste. Il aurait dû réussir il y a longtemps, mais Poutine probablement veut des milliards parce que Biden le paye à chaque fois. On a payé 6 milliards pour 5 personnes. Moi, j'ai fait sortir 58 personnes et j'ai payé absolument rien. Merci, Président Trump. Diana, nous allons maintenant des préoccupations qu'ont les électeurs à votre sujet. Président Biden, vous auriez 86 ans à la fin de votre deuxième mandat. Comment vous adressez-vous aux préoccupations par rapport à vos capacités de gérer l'emploi le plus difficile du monde alors que vous aurez plus de 80 ans? Tout d'abord, j'ai passé la moitié de ma carrière à être critiqué pour être le plus jeune dans le monde politique. J'étais le second plus jeune élu au Sénat américain et maintenant je suis le plus vieux. Et il a 3 ans de moins que moi et est beaucoup moins compétent que moi. Regardez mon historique, ce que j'ai fait. J'ai réparé la situation qu'il m'a laissée, 50 millions de nouveaux emplois, des investissements, des milliards de dollars en investissement dans des entreprises privées. Et en passant, on a il envoyait les gens fabriquer des produits à l'étranger. J'ai convaincu Samsung d'investir des milliards de dollars ici aux États-Unis. C'est ce que moi j'ai fait. Et pour ce qui est de ces... Il y a environ 40 milliards de dollars qui est investi aux États-Unis pour créer des emplois pour les Américains de Président partout dans le Biden, monde. il vous reste 40 secondes. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? En fait, oui, je vais ajouter quelque chose. L'idée que, en quelque sorte, nous sommes un pays en échec. Et j'ai jamais entendu un président parler comme ça. On est l'envie de la planète. Nous sommes... Personne ne voudrait changer de place avec les États-Unis d'Amérique pour tout ce qu'on a côté occasion. On est progressif.
On est le pays le plus fort au monde. On est le pays qui dit ce qu'il fait. Les gens nous font confiance. Nos alliés nous font confiance. Et des gens comme Kim Jong-un et Poutine... Merci. Ancien président Trump, pour faire un suivi, vous auriez 82 ans à la fin de votre deuxième mandat. Que dites-vous aux électeurs qui ont des préoccupations par rapport à vos capacités de servir? Alors, moi, j'ai pris 2 tests cognitifs. J'ai réussi très bien, comme vous le savez. Je l'ai rendu public. Il n'en a pas. J'aimerais au moins qu'il se présente à un seul test. Et les 5 premières questions, il ne pourrait même pas. Mais moi, j'ai donc pris 2 tests cognitifs, un examen, un bilan de santé à chaque année. Et écoutez, touchons du bois, je pense que moi, je viens de gagner 2 championnats de golf. Et pour le faire, il faut être assez intelligent et il faut pouvoir frapper la balle loin. Il ne le fait pas. Il m'a lancé un défi. Il ne peut pas même frapper une balle plus de 50 verges. Moi, je suis en très bonne forme. Je suis en aussi bonne forme qu'il y a 20 ou 25 ans. Peut-être un peu plus léger qu'avant. Mais je suis en aussi bonne forme que je l'étais il y a des années. Je me sens très bien. Je me sens pareil. Mais j'étais prêt à prendre ce test cognitif. Mais non, j'ai été vraiment à 100 %. Le Dr. Ronnie Jackson, qui était le médecin en chef de la Maison-Blanche, et j'ai répété le test. Et là, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un avec d'aussi bons résultats. Merci. Président Biden. Vous, 6 pieds 5 et 235 livres. Vous avez dit 6 pieds 4 et 200. En tout cas, voilà. Regardez ce qu'il dit qu'il est et ce qu'il est en réalité. J'aurai un concours avec lui n'importe quand. La raison... En passant, je t'ai dit avant, je serais heureux de jouer au golf avec toi si tu portes ton propre sac. Tu penses que tu peux le faire? Ça, c'est un mensonge. Un handicap de 6 au golf? J'avais un handicap de 8. Je l'ai vu frapper une balle et il en est incapable. Président Trump, nous allons... Non, ne faisons pas les enfants. Comme des enfants, s'il vous plaît. Nous avons des préoccupations particulières que les électeurs ont à votre sujet. Est-ce que vous faites serment ce soir qu'une fois que tous les défis juridiques seront terminés, que vous accepterez les résultats de ces élections, peu importe qui gagnera, et que vous direz maintenant que la violence politique sous toute forme est inacceptable? Je ne devrais pas être obligé de le faire, mais bien sûr, je crois à cela. C'est tout à fait inacceptable. Et si vous voyez mes déclarations sur Twitter à l'époque, et aussi ma déclaration que j'ai faite dans la roseraie, c'est peut-être une des déclarations les plus fermes. Et en plus du discours que j'ai prononcé devant la foule la plus importante dont je me rappelle, personne n'en parle. Et il parle d'une petite foule qui s'est rendue au Capitole et bien souvent, c'est la police qui les a fait rentrer. Et comme Nancy Pelosi l'a dit, c'était de sa responsabilité, pas la mienne. Elle l'a dit haut et fort. Mais la réponse, c'est que si les élections est libre et sans trucage, et c'est ce que je veux, plus que toute personne, moi, j'aurais aimé qu'il soit un bon président, car je ne serais pas là. Je serais à un de mes nombreux lieux de villégiature. Je ne serais pas en train de me faire inculper parce que je ne serais pas son adversaire politique. Il a lancé le système de justice contre moi. J'aurais aimé qu'il soit un grand président. J'aurais préféré cela. Je ne serais pas là. Et ça ne me dérange pas d'être ici, mais la raison pour laquelle je me présente, c'est parce qu'il est un président catastrophique. Nous allons redonner à l'Amérique sa grandeur. Nous sommes vraiment en train d'échouer comme pays. Et nous sommes en train d'échouer à cause de ces politiques. Ces politiques sont tellement désastreuses. Ces politiques militaires, c'est vraiment lamentable. C'est lamentable. C'est des guerres sans fin avec lui. Il va nous amener à la Troisième Guerre mondiale. Et on en est plus proche aujourd'hui qu'à toute période de l'histoire. On est très proche d'une Troisième Guerre mondiale. Et c'est lui qui est aux commandes. Et Kim Jong-un est le président Xi de la Chine et celui de la Corée du Nord, avec Poutine dans la poche. Ils ne le respectent pas, ils n'ont pas peur de lui, ils n'ont aucun lien avec lui et il va nous mener vers la Troisième Guerre mondiale. Vous voulez une Troisième Guerre mondiale? Laissez Poutine dire à l'OTAN, faites ce que vous voulez. L'article 5, une attaque sur un est une attaque sur tous. Je ne peux pas penser à aucun leader au monde qui ne changerait de... On a
on a une merveilleuse paix en raison des gens. Et actuellement, on a besoin de nous pour protéger le monde parce que la sécurité du monde est en jeu. Et encore une fois, vous voulez une guerre? Laissez Poutine faire ce qu'il veut. Laissez-le prendre Kiev. Voyez ce qui va se passer en Pologne, en Hongrie. Président Trump, je vous reviens pour une question de suivi. La question était, est-ce que vous accepterez les résultats de ces élections, peu importe qui gagne? Pour terminer, si j'ai le temps, la Russie, ils ont pris beaucoup de terres d'Obama, de Bush, de Biden. Ils n'ont pris rien de Trump, rien. Il savait qu'il n'avait pas la marge de manœuvre. Moi, je me suis très bien entendu avec lui, mais il savait que j'étais sérieux. Il ne m'a rien pris comme territoire européen. Maintenant, il va tout prendre avec ce président qu'on a. Ça, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Jamais. Et elle n'aurait pas commencé avec moi. Et il va prendre l'Ukraine. Et vous avez posé la question, feriez-vous ceci ou cela? C'est lui qui nous a laissé en si mauvaise posture avec l'Ukraine et la Russie. Parce que l'Ukraine n'est pas en train de gagner cette guerre. Moi, je ne vais jamais permettre cela. Il manque de soldats. Ils ont perdu tant de gens. C'est tellement triste. Ils ont perdu tant de gens. Et ces très belles villes avec les dômes dorés qui ont 1000 ans d'histoire, à cause de lui et ses décisions ridicules. La Russie n'aurait jamais attaqué si j'avais été président. Président Trump, la question était, est-ce que vous accepterez les résultats de l'élection, peu importe qui gagne, oui ou non, s'il vous plaît? Si c'est une élection légale, libre, équitable, sans trucage, bien sûr. J'aurais aimé, de loin, accepter cette dernière, mais il y avait tellement de fraude et on aurait une conférence de presse d'ici une semaine et une autre dans une semaine, une autre rencontre. Mais je vais certainement... ce serait beaucoup plus facile pour moi de faire cela, mais de me représenter. Moi, je n'allais pas me représenter jusqu'à ce que j'ai vu la tâche catastrophique de M. Biden. Je serais très content d'être ailleurs, dans un endroit féerique. Aucune inculpation, pas de guerre juridique, car c'est la seule façon qu'ils pensent pouvoir gagner. Mais ce sont des chiffres et les sondages sont en ma faveur parce que les gens comprennent ce qui se passe. Voyons voir tes chiffres lorsque tout est fini. Vous êtes un plaignard. Lorsque vous avez perdu la première fois, vous avez fait appel aux cours, aux tribunaux à travers tout le pays. Et aucun tribunal aux États-Unis n'a donné de mérite à vos plaintes, mais vous avez continué de faire la promotion de cette fausse représentation qu'il y a eu un vol d'élection. Il n'y a aucune preuve de ça. Et je doute que vous l'acceptiez parce que vous êtes un plaignard. L'idée que vous allez accepter tout si vous perdez encore une fois, non. Et nous serons bientôt de retour avec la continuation du débat présidentiel de CN depuis l'Atlanta en Georgie. De fermeture telle que prédéterminée en avance, nous allons débuter avec vous, Président Biden. Vous avez 2 minutes. On a fait des progrès significatifs après le débâcle du président Trump lors de son dernier mandat. On était dans une situation où on doit s'assurer qu'on a un système d'impôt juste. Si je demande aux gens de l'auditoire, est-ce que vous pensez que le système d'imposition est juste? En fait, personne qui ne gagne en dessous de 400 000 n'aura aucune augmentation que ce soit. Mais cette autre personne a augmenté vos impôts. Il a fait augmenter l'inflation en raison du débâcle de la pandémie. Et il se retrouve dans une position où maintenant il veut vous imposer davantage en imposant un tarif de 10 sur tout ce qui entre aux États-Unis. Ce que j'ai fait, par exemple, il veut vous enlever votre capacité de négocier le prix des médicaments avec les compagnies pharmaceutiques. Devinez quoi? On a réduit l'insuline à 35 $ la dose au lieu de 400, pas plus de 2 000 $ également pour chaque personne âgée, peu importe le nombre de prescriptions dont ils ont besoin. Vous savez ce que ça l'a fait? Ça l'a réduit
la dette fédérale de 160 milliards de dollars sur 10 ans parce que le gouvernement n'a pas besoin de payer ces prix exorbitants. Je vais rendre ça disponible à toutes les personnes âgées et à toutes les personnes aux États-Unis. Il veut s'en débarrasser au contraire. Je vais m'assurer qu'on a des soins de garde d'enfants. Je vais contrôler le prix pour ces soins. Je vais m'occuper de tout ce qui cause des ennuis médicaux pour les gens à travers le pays. On va continuer de combattre l'inflation. Merci, Président Biden. Président Trump, vous avez maintenant 2 minutes pour votre allocution. Comme tant de politiciens, cet homme est un plaignard. On veut faire ceci, on veut faire cela, on veut se débarrasser d'une taxe et d'une autre, mais il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est de rendre le pays moins sécuritaire en permettant à des millions de gens d'entrer. Nos militaires ne le respectent pas, on a l'air de fous en Afghanistan, on n'a pas arrêté Israël avec cette chose horrible. Cela n'aurait jamais dû se passer. L'Iran était vraiment en faillite. Toute personne qui faisait affaire avec l'Iran, comme les Chines, ils ne pouvaient pas faire affaire avec la Chine. Ils n'avaient plus d'argent pour Hamas ou Hezbollah, pour la terreur. Aucun fonds libre. Encore, l'Ukraine, cela n'aurait jamais dû se passer. Il parle de tout cela, mais il n'a rien fait pendant 3 ans et demi. On est dans l'enfer ici de l'histoire américaine. Nous avons les Palestiniens et tous les autres qui sont en manifestation violente. Vous parlez de Charlottesville, c'est 100 fois Charlottesville, 1000 fois Charlottesville. Tout le pays est en émeute, en lien avec vos politiques. Ils ne vous respectent pas. Ils doivent respecter le président. Ils ne vous respectent pas dans le monde entier. Ce que nous avons fait, c'était incroyable. Nous avons reconstruit le militaire. Nous avons eu les plus grandes baisses de règlements et d'impôts. La raison pour laquelle il a un emploi, c'est parce que moi, j'ai coupé les règlements et ces tracasseries administratives qui ont fait exploser l'emploi. Tout ce qu'on a fait, on n'a jamais vu rien de pareil. Même du point de vue médical, on peut essayer des hautes technologies plutôt que d'aller en Asie. Nous allons en Europe et pour essayer d'avoir quelque chose. Quand vous êtes en phase terminale, vous pouvez signer un document, on essaie de l'avoir pendant 42 ans. Mais vous savez quoi, ce qu'on a fait pour les militaires? C'est incroyable. Le choix pour les soldats. Les soldats, plutôt que d'attendre pendant 3 mois pour voir un médecin, ils peuvent aller chercher un médecin et se faire soigner et vraiment s'occuper de leurs problèmes et ils vivent. C'est pourquoi j'ai eu le taux d'approbation le plus élevé chez les vétérans. Donc tout cela, nous étions en échec, mais cela, ça va être fini. On va redonner à l'Amérique sa grandeur. Merci, ancien président Trump, président Biden. Restez avec nous parce que nous aurons une analyse complète de ce débat. Et ça débutera maintenant sur CNN.